ce que fait l'État, c'est que systématiquement, il prive la sécurité sociale de ses recettes. On n'arrête pas de dire, écoutez, le salaire brut est trop important par rapport au salaire net. Les charges sont beaucoup trop importantes, on prend trop aux gens, donc il faut baisser les charges. Mais les charges, c'est baisser les recettes de la sécurité sociale. C'est-à-dire ce pouvoir d'achat que l'on donne en prétendant revaloriser le salaire net, en fait, on le vole à la génération d'après parce que la sécurité sociale est en déficit. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette émission du 3 juillet 2025, du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre, bien comprendre l'actualité, la modéliser, éventuellement vous proposer des stratégies d'investissement ou de trading et pour bien continuer de comprendre l'évolution de notre environnement macroéconomique, commercial, géopolitique, eh bien, qui de mieux que Jean-Marc Daniel pour continuer à nous éclérer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Marc Daniel. Pour qui ne le sait pas, vous êtes notamment professeur émérite à l'ESCP, l'école de commerce parisienne. Jean-Marc, je vais me permettre de vous appeler Jean-Marc si je peux. Hier, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle s'inquiète du risque d'effet boule de neige de la dette publique française. Comment la France, selon vous, peut-elle concrètement éviter cet effet boule de neige alors que les charges d'intérêt augmentent et que les prévisions de recettes fiscales sont régulièrement surestimées? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est que c'est dans un exercice qui est un exercice obligé. Hein. La Cour des comptes, tous les ans, publie son rapport et tous les ans, elle s'alarme de la situation. Bon, donc c'est pas très, très original. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle focalise ça, effectivement, sur l'évolution de la charge d'intérêt et qui est un sujet sur lequel on est assez peu informé, en fait. On dit il y a une bonne, une mauvaise dette, il faut investir, on n'a pas... Mais en réalité, quand on regarde les 3300 milliards de dettes qui ont été accumulées depuis 1980, en regard, il y a eu 2600 milliards d'euros qui ont été versés sous forme d'intérêt. C'est-à-dire que cet effet qui est décrit un effet boule de neige, c'est ce que certains économistes appellent un effet Robin des Bois inversé. C'est-à-dire on prend les impôts de tout le monde pour verser, du fait de la dette publique, des intérêts, donc des revenus aux gens qui détiennent la dette, qui sont des gens plutôt aisés au départ, et puis qui sont de plus en plus des étrangers. Grosso modo, par l'intermédiaire de la dette publique, les Français paient la retraite des Norvégiens, grosso modo. Et donc, c'est important de le signaler. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? En fait, cet effet boule de neige, il est directement lié à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, pendant un certain temps, les banques centrales, au travers des programmes de quantitative easing, avaient proposer aux États, en quelque sorte, de leur donner un peu de temps pour essayer d'apurer la situation. Ce n'a pas été le cas en France. Vous avez des pays où ça a été le cas. En Allemagne, ils ont réduit leur dette publique. Les PIGS, les célèbres PIGS, là, les pays qui étaient montrés du doigt au sein de la zone euro pour leur insouciance et leur incurie budgétaire, ont tous redressé la situation. Nous sommes 10 ans après le référendum de Tsipras en Grèce, et la situation de la Grèce est plutôt bonne par rapport aux taux d'intérêt, par rapport à l'évolution de la France, en anticipation de ce qu'est la France. Donc, je pense que le véritable enjeu pour éviter l'effet boule de neige, c'est effectivement de se pencher sérieusement sur le déficit, sur le problème du déficit, et d'examiner, alors tout le monde dit pas de hausse d'impôts, de se poser la question de savoir effectivement comment est-ce qu'on va véritablement réduire les dépenses. Donc c'est un problème de dépenses et pas de recettes, en fait, en réalité. Les deux, je pense qu'il y a une chose qu'on ne voit pas, là aussi, c'est que nous sommes aussi 30 ans après le plan Juppé. Et dans le plan Juppé, il y avait l'idée que l'État allait s'emparer de la gestion de la sécurité sociale parce que lui, il allait être sérieux et éviter les déficits. Or, ce que fait l'État, c'est que systématiquement, il prive la sécurité sociale de ses recettes. On n'arrête pas de dire, écoutez, le salaire brut est trop important par rapport au salaire net. Les charges sont beaucoup trop importantes, on prend trop aux gens, donc il faut baisser les charges. Mais les charges, c'est baisser les recettes de la sécurité sociale. C'est-à-dire ce pouvoir d'achat que l'on donne en prétendant revaloriser le salaire net, en fait, on le vole à la génération d'après parce que la sécurité sociale est en déficit. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à faire sur à la fois les recettes et les dépenses. Et en termes de recettes, moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que nous sortons d'une période, ça a été assez court, hein, enfin, on a eu chaud sur les 2-3 derniers jours. À quel niveau vous voulez dire? Au niveau physique. Il a fait chaud. Oui, chaud, pardon. Il a fait chaud. Totalement sur un discours économique et financier. Effectivement, il fait toujours très chaud. Il fait toujours très chaud. Et donc, on n'arrête pas de nous dire, le réchauffement climatique, on est en train de le mesurer physiquement. Il y a des villes... Même économiquement. Sur les bourses, exactement. Oui. Et sur les bourses. Et puis, il y a des pays où, enfin, je veux dire, en ce moment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en 2022, en Inde, on a perdu 100 milliards d'heures de travail à cause
du réchauffement climatique, à cause de la canicule induite par le réchauffement climatique. Donc, il y a une des pistes qui serait de réfléchir à la fiscalité en termes de taxes carbone, tout ça a été écarté. On se contente de dire non, il faut être sérieux, ça va pas. Donc, on relit le rapport de la Cour des comptes. La dernière remarque que je ferai, c'est que il faut savoir que les banques centrales aussi, quand elles rachètent la dette, elles reversent les intérêts aux banques. À l'État. Ah oui, donc l'État leur verse la banque centrale détient la dette. À ce moment-là, l'État donne des intérêts à la banque centrale, et la banque centrale, qui est propriété de l'État, dit à son actionnaire propriétaire, écoutez, je vous rends les intérêts. Ce qui fait que le Japon peut vivre avec une dette publique très importante, parce que 50% de sa dette publique est détenue par la banque centrale. Donc on en revient à ce que je disais au début. Le quantitative easing avait été conçu pour permettre aux États de se désendetter, d'apurer la situation. Le véritable enjeu, c'est pourquoi est-ce que la France ne l'a pas fait? Est-ce que la France peut négocier une forme de... Et pourquoi elle l'a pas fait, la France, justement? C'est parce que la moitié de sa dette est détenue par des étrangers, si je puis dire? Non, je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. La première chose, c'est effectivement l'idée que c'est ce que j'appelle le théorème de Chirac, c'est Bruxelles ne va pas nous envoyer des chars, ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme de laisser aller. De laisser aller. On est un pays tellement important qu'on ne sera jamais traité comme la Grèce ou le Portugal. Mais c'est possible, ça, du coup, parce que par la force des choses, c'est un peu là, on parle, il y a ce discours de perte de souveraineté du budget français par le FMI. Le FMI pourrait reprendre en main la trajectoire de la dette française. C'est quelque chose auquel vous croyez? Non, je ne pense pas. D'abord, le FMI intervient dans les pays qui sont en déficit extérieur. C'est notre cas, mais on est protégé par l'euro. C'est-à-dire que, grosso modo, on est dans une zone qui dégage des excédents extérieurs. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Le schéma de l'économie française, c'est simple. On fait beaucoup de dettes publiques, ça donne du revenu. Ce revenu, comme on ne travaille pas, on est le pays qui travaille le moins en l'OCDE. C'est la productivité. Et puis on travaille 666 heures, alors que dans la zone euro, ils travaillent 750 heures par an en moyenne. Donc on ne travaille pas comme on travaille pas. On travaille moins. On travaille moins, comme on travaille moins, on produit moins, comme on ne produit pas assez, on importe. Comme on importe, effectivement, le FMI regarde ça et on leur dit, mais écoutez, il y a des exportations allemandes qui permettent de payer les importations françaises. Et donc les Allemands. Donc l'enjeu, c'est moins le FMI que l'Europe en général, et en particulier les pays frugaux, tous ces pays qui étaient plus ou moins dans la mouvance intellectuelle de l'Allemagne, et qui disent... Les pays nordiques, par exemple. Les pays nordiques, les Pays-Bas, mais puis des pays d'Europe centrale, la Slovaquie, qui disent, écoutez, il faudrait peut-être que les Français remettent de l'ordre dans leurs finances. L'Italie commence à avoir ce discours aussi, alors qu'a priori, elle était plutôt parmi ses pics, justement. Oui, alors l'Italie a fait un effort de redressement assez spectaculaire, avec... Alors, on en revient à la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, on n'y arrive pas, c'est que l'Italie a eu la sagesse de temps en temps de confier le gouvernement à des gouvernements techniques. La grande sagesse de Berlusconi en 2011-2012, c'est d'avoir dit, écoutez, il va falloir faire un effort de redressement, la classe politique italienne n'est pas... Et dispendieuse. Et dispendieuse et n'est pas disposée à le faire. Donc nous, on laisse pendant un an Mario Monti, puis ensuite ça a été Mario Draghi, on leur laisse faire le sale boulot, et puis après, nous, on passe derrière. Et ça a été efficace. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour faire le sale boulot. Et on pensait, il y a 8 ans, qu'Emmanuel Macron aurait pu être... disposé, de par son expérience d'ancien banquier, de banquier d'affaires, à justement s'entourer de personnes capables, peut-être justement, de gérer cette Écoutez, il a fait dans ses discours où il perdait sa voix, où on laissait notre projet et tout ça, il y avait 3 choses qui étaient très importantes dans ce qu'il disait. Il disait, je vais faire 60 milliards d'économies. On les voit pas. On les voit pas. Je vais supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Il en a créé. Il en a créé. Et il avait dit, ce n'est pas en... Alors, commentant les 35 heures, il avait dit, ce n'est pas en travaillant moins qu'on améliore le bien-être d'un pays. Il n'a pas touché à la durée du temps de travail. Simplement, je reconnais que sur ce secteur-là, il y a touché au travers de la retraite et il a mis une espèce de bazar dans la vie politique et économique du pays incroyable. Si on revient sur le sujet de la dette, justement, Monsieur Daniel, donc on se rend compte, 2023, les prévisions du gouvernement étaient fausses, 2024, les prévisions de recettes, je parle des prévisions de recettes du gouvernement étaient fausses, 2025, pareil, les prévisions de croissance pour la France sont revues à la baisse, 0,8, maintenant 0,7. Pour autant, le gouvernement et Bercy n'a pas revu à la baisse ses prévisions de recettes. Pareil, on va vers un 3e exercice de feuille de route à côté de la plaque. En fait, oui, c'est
un exercice là aussi, c'est comme le rapport. C'est difficile pourtant à faire. Oui et non, c'est un peu comme le rapport de la Cour des comptes. L'erreur dans les prévisions, ça c'est obligé. Un exercice obligé avec des erreurs. Et donc, alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Déjà, les économistes du 19e siècle avaient plus ou moins théorisé. Ils avaient dit soit vous avez des recettes qui sont sur des éléments très précis, très fixes, qui ne bougent pas avec la situation économique, et vous êtes sûr de votre fait. Bon, alors l'archétype, c'était l'impôt sur les portes et les fenêtres. Quelle que soit la situation économique. Alors, quelle que soit la situation, il y avait le même nombre de portes, le même nombre de fenêtres. Et donc, alors effectivement, les gens bouchaient les fenêtres pour essayer de limiter la casse, mais il arrivait un moment où il y avait quand même besoin d'une porte. Bon. Et donc, ou bien alors vous essayez d'être quand même oublié de la réalité économique, et cette réalité économique est fluctuante et cyclique. Et c'est pour ça que les autorités européennes disent bien, écoutez, dans votre déficit, vous n'arriverez pas à le prévoir de façon à l'euro près, mais il faut bien que vous identifiez dans votre déficit ce qui est effectivement le cycle économique, les aléas conjoncturels, et puis ce qui est lié à votre stratégie durable de dépenses non couvertes par des recettes. Et donc, ça s'appelle le déficit structurel. Et ça, le déficit structurel, il est assez facile à évaluer parce qu'on... oui, c'est peut-être une soustraction globalement. Oui, on arrive à un résultat, et on voit bien que en France, on a laissé creuser ce déficit, on a 130 milliards d'euros de déficit structurel, et c'est plutôt ça qui est un vrai enjeu que les prévisions de recettes, où on bricole, où on essaie de... Je comprends, mais donc du coup, ce déficit structurel dont vous parlez, il est plus le fait de recettes qui s'amenuisent, ou plutôt de dépenses qui explosent? Alors, il y a eu des recettes qui se sont amenuisées, il y a eu des baisses d'impôts d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que... oui, je cite assez souvent le rapport qu'avait remis Michel Pébroux il y a 20 ans, donc c'était en 2005, et il disait bien que une des grandes erreurs, c'était de décider les baisses d'impôts de façon très politique, c'est-à-dire indépendamment de la situation économique du pays et indépendamment de les conséquences économiques que l'on mettait en avant, c'est-à-dire indépendamment en réalité du bénéficiaire de ces baisses d'impôts, c'est-à-dire du rôle économique du bénéficiaire. Donc l'archétype, on a fait des baisses d'impôts depuis, assez systématiquement, mais donc là, si on regarde la présidence d'Emmanuel Macron, il y a tout le débat sur la taxe d'habitation. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé la taxe d'habitation alors que les collectivités locales commencent à dire, écoutez, mais on ne s'y retrouve plus, les collectivités locales ne sont pas des modèles de gestion, mais enfin, le fait qu'il y ait un département déjà qui soit en tutelle, la Charente du préfet, prouve qu'on est quand même dans une situation qui devient inquiétante. Donc, il y a eu des baisses d'impôts, et puis alors, il y a surtout une dérive des dépenses, alors dépenses sociales, et puis dépenses de l'État, avec deux éléments qui avaient permis un peu de contenir la dépense: la charge de la dette, qui devient le premier poste. Qui devient le premier poste, on en parlait au tout début de notre entretien, l'effet boule de neige qui se met en place, et puis les économies sur les budgets de la défense. C'était tout le discours du début des années 90, les dividendes de la paix, et là tout le monde est en train de dire, on est allé trop loin, il va falloir au contraire réaugmenter considérablement les dépenses militaires. Et alors, justement, donc on parle d'un côté de déficit structurel, on parle également de déficit conjoncturel. Il ne faut pas l'oublier que depuis la financiarisation de l'économie, c'est quand même difficile finalement de faire des prévisions, des prévisions sur des rentrées stables. Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer cette distinction entre déficit structurel et conjoncturel dans la stratégie budgétaire afin d'éviter les erreurs de pilotage que vous dénonciez déjà en 2017 dans une note Oui, absolument. Je crois qu'il faut véritablement se concentrer sur le déficit structurel, considérer que avoir un déficit une année, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce que je racontais dans cette note, c'est que l'annualité budgétaire, elle reposait sur l'idée du cycle économique. Le cycle économique, quand on a mis en place l'annualité budgétaire, c'était les semailles et les moissons. C'était le cycle agricole. C'était l'année, parce que... Pourquoi on avait choisi l'année? Parce que c'était le rythme de l'économie de l'époque, qui était une économie agricole. Et donc, l'idée de raisonner en déficit conjoncturel structurel, c'est de dire le rythme de l'économie moderne, c'est plus l'année, c'est 7-8 ans. Et donc, à ce moment-là, il faut se donner des objectifs sur 7-8 ans. Et sur ces période-là, il faut véritablement regarder comment évolue ce qu'on appelle effectivement la dépense structurelle, comment évolue, quels sont les enjeux de moyen et long terme. Ce que je reproche dans nos dirigeants, c'est la formule célèbre qui a été reprise par certains économistes. Ils votent des budgets sur la base de la prochaine élection, alors qu'on attend d'eux qu'ils réagissent à l'enjeu de la prochaine génération. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça ne changera pas finalement. Enfin, ça ne changera pas. C'est pas. De toute façon, on n'est pas une émission politique, mais par la force des choses, bon,
non, alors, soit on va, comme je disais, sur l'Italie, c'est-à-dire on va chercher Mario Monti et Mario Draghi. La question est qui sont... chercher Madame Lagarde. Voilà, Madame Lagarde ou Monsieur Villeroy de Gallo. Voilà, on leur confie les rênes. Ou bien alors, effectivement, après tout, François Bayrou, dans sa présentation de la situation des finances publiques, quand au printemps dernier, avait dit un des enjeux, c'est aussi non seulement les impôts, les dépenses, mais c'est aussi la base taxable, c'est-à-dire la production. Et donc, il faut aussi intégrer dans le fait que le pays travaille pas assez par rapport à ses attentes en termes de richesse et de pouvoir d'achat. Donc en fait, avec ce que vous nous dites, monsieur Daniel, est-ce que la France dispose encore de marge de manœuvre pour ajuster ses finances publiques ? Je pense que les deux marges de manœuvre dont elle dispose, c'est éventuellement de modifier son approche de la taxe carbone, des enjeux climatiques et tout ça, et donc de faire comprendre à la population que l'effort en la matière lui apportera un bien-être concret. C'est ce qu'on avait dit au moment de la célèbre COP 21. Et, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, avait dit il y a des efforts en termes de niveau de vie, mais ces efforts seront en termes de vie possible. On va au-delà du niveau de vie pour parler de vie possible. Et puis, je pense que la deuxième chose, c'est effectivement, il faut regarder les dépenses, ça c'est très clair. Il ne faut pas se faire d'illusions si on veut réarmer le pays, il va falloir rebasculer les dépenses. Mais il faut surtout intégrer le fait, comme le disait François Bayrou, que le pays ne travaille pas assez. Et donc, écoutez, donc c'est du côté de la productivité qu'il faut aller chercher. La production, donc la productivité, l'efficacité du travail, et puis la quantité de travail aussi. L'actualité, Monsieur Daniel, c'est également le protectionnisme. Dans quelle mesure le retour de la protection de son marché intérieur, et notamment aux États-Unis, on l'a bien compris, est-ce que ça peut compliquer la stratégie de désendettement d'un pays, et notamment de la France ? Ah oui, ça va compliquer la situation parce que je dis il faut augmenter la base taxable, il faut de la croissance économique. On voit bien, par essence, détruire de la croissance économique. Réduire la croissance économique. L'idée du protectionnisme, c'est de balancer de la croissance économique, en l'occurrence aux États-Unis, avec un résultat qui ne sera pas forcément à la hauteur des attentes de Donald Trump. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que fait Donald Trump, c'est qu'il part du constat que les États-Unis, comme la France d'ailleurs, vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire le déficit extérieur des États-Unis est abyssal. Et avec le même schéma, c'est-à-dire un déficit budgétaire colossal, 2500 milliards de dollars, qui se traduit en des revenus qui sont distribués aux Américains. Les Américains ne travaillent pas assez par rapport à ces revenus, et donc un déficit extérieur colossal. Et alors, face à ce déficit extérieur, la théorie de Donald Trump et de son entourage, c'est de dire, c'est parce qu'on nous vend qu'on est en déficit. C'est pas parce qu'on leur vend, c'est parce qu'ils achètent. Et oui, on leur vend que ce qu'ils achètent. Et donc, en essayant de brider effectivement les ventes, ils vont pénaliser les gens qui achètent. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, sur le plan là strictement politique, alors que les élections s'approchent, les demi-mandats approchent, et alors que l'électorat de Trump, d'ailleurs, a voté beaucoup pour Trump à cause de la phase d'inflation, d'ailleurs à cause donc de la remise en cause de son pouvoir d'achat à l'époque de Biden, comment est-ce que cet électorat va vivre l'arrivée des droits de douane? Parce que les droits de douane, on le voit déjà dans les enquêtes d'opinion et dans les étiquettes de Walmart, les droits de douane sur les produits chinois ne sont pas encore intégrés dans les prix. Et oui, ils ne sont pas encore intégrés dans les prix, mais c'est les Américains qui vont les payer. C'est sûr, ça, évidemment. Et puis de toute façon, même, on se rend compte qu'avec les derniers chiffres de l'inflation, que l'inflation ne baisse pas, toujours mesurée à près de 3%. Et effectivement, les économistes, dont vous faites partie ici également, et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est cet été qu'on va voir réellement l'impact de la politique tarifaire de Donald Trump dans l'économie américaine? Oui, on va la voir à deux niveaux, c'est-à-dire on va commencer à voir les premiers droits de douane. Déjà, les premières statistiques douanières montrent que il y a des droits de douane qui ont augmenté le montant. Alors, on n'est pas dans des sommes colossales. C'est 100 milliards les droits de douane qui ont été ramassés depuis 6 mois par les États-Unis. Donc, c'est pas 100 milliards de dollars par rapport à 2500 milliards de déficit. C'est rien, mais c'est 2 fois plus que les 6 mois précédents. Et puis, quand vous regardez effectivement l'évolution du dollar, le taux de change est en train aussi de basculer vers une baisse du dollar et donc vers une remontée du prix des importations. Exactement. Et justement, c'était ma zone de question. Je cache à personne qu'on a un peu préparé votre intervention hier, qu'on a parlé du libre-échange. Vous me disiez que le libre-échange, c'est effectivement une solution face au protectionnisme au protectionnisme rampant de l'heure actuelle. Ceci étant, et vous me disiez que le premier continent, la première économie mondiale exportatrice, c'est l'Union européenne. Ceci étant, aujourd'hui, elle fait face
à la remontée de l'euro face au dollar. Du coup, par la force des choses, cette opportunité commence à devenir une menace. Oui, exactement. La situation est ambivalente pour l'Union européenne parce qu'effectivement, c'est le premier excédent extérieur, c'est la première force commerciale mondiale, l'Union européenne, et singulièrement la zone euro. Et la remontée de l'euro va lui faire perdre de la compétitivité, sachant que les grandes économies exportatrices au sein de la zone euro, ce sont l'Allemagne et l'Italie, et qui sont sur des produits qui sont assez, en termes de qualité, assez bien positionnés pour permettre de digérer une hausse des prix. Mais fondamentalement, il y a un deuxième aspect, c'est que l'Europe vieillit, et comme l'Europe vieillit, elle a besoin d'aller chercher de la jeunesse à l'extérieur, et chercher de la jeunesse à l'extérieur, c'est soit l'immigration, soit c'est des investissements à l'étranger. Et donc, ma grande idée, ma grande obsession, c'est de dire tous ces excédents extérieurs européens, à laquelle ne contribue pas, hélas, la France, il faut les utiliser pour aller acheter des usines où sont les jeunes. Et les jeunes, ils sont en Inde, ils sont en Afrique. Et donc, c'est en investissant dans ces pays qu'on va... D'autant plus que ces jeunes-là, ils sont encore... Non seulement ils sont en Inde, mais ils sont encore à la campagne. Donc, l'Inde va avoir à gérer un exode rural énorme. C'est ce que le gouvernement Modi, d'ailleurs, est en train d'essayer de théoriser, d'expliquer, d'organiser. Et donc, là, il y a une réserve de main-d'œuvre, une réserve de productivité, une réserve de production. Et donc, plutôt qu'être inquiet de ce qui se passe aux États-Unis, c'est de se dire, écoutez, on a des moyens. La remontée de l'euro, ça augmente le pouvoir d'achat de ces moyens. Profitons-en. On vendra un peu moins aux États-Unis, mais au moins on pourra acheter davantage d'usines en Inde. Et c'est ce que fait l'Union européenne actuellement. Elle est tout azimut sur tous les plans, en question libre-échange. Libre-échange avec les pays sud-américains, avec l'Inde, justement, Moody, avec certains pays d'Asie. L'Union européenne a bien compris que la solution passait par le libre-échange. Oui, l'Union européenne, elle est donc la liberté, le libre-échange, normalement, c'est la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes. Sur les biens, c'est effectivement de contourner le protectionnisme américain. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était qu'au moment de la Covid, la présidence de l'époque, qui était croate, donc c'était des jeunes convertis à l'Union européenne. La Croatie, c'est le dernier pays à avoir adhéré à l'Union européenne. La présidence croate avait tenu absolument à aller signer un accord de libre-échange avec le Vietnam. Et là, vous avez, avec le Mercosur, il n'y a plus que il y a les Français, il y a quelques autres pays qui avancent plus ou moins masqués, mais enfin, les Français mènent un combat contre un accord de libre-échange que l'Union européenne considère comme étant indispensable pour permettre effectivement d'avoir des débouchés. On parlait à l'instant de Cognac. Cognac, ils vivent à 80% de leur d'exportation. Donc bon, et donc sur cet aspect-là, et le deuxième aspect, c'est sur la liberté de circulation des capitaux. L'Union européenne, effectivement, est en train d'abord d'essayer de faire une union des marchés de capitaux. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça permet de rendre plus efficace toute cette épargne qui est en train de s'accumuler en Europe. Et puis, elle est en train de la placer de plus en plus à l'étranger. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a eu une période où on achetait beaucoup de bons du Trésor américain, et maintenant où l'Union européenne est en train de se dire on va investir au Vietnam, en Inde, on va investir au Nigeria, on va investir dans des pays qui sont certes quelquefois un peu difficiles en affaires, mais qui sont les pays où il y a la jeunesse et donc l'avenir. Et donc en sous-jacent ou en corollaire, ce que vous dites, c'est que la population, la démographie française, c'est bien vieilli, la France vieillit, comme le Japon. Le Japon, c'est ancré depuis plus longtemps. Est-ce que le modèle japonais peut être la France doit s'inspirer du modèle japonais, selon vous? S'inspirer, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'elle regarde ce qui se passe. Une de mes grandes obsessions aussi, c'est de dire tous les gens qui veulent réindustrialiser ne comprennent pas ce qui va se passer. On n'a pas besoin d'ingénieurs, je ne veux pas être vulgaire et tout ça, mais on va avoir besoin d'urologues. La France vieillit, bien sûr. La France vieillit, et donc de médecins, et je ne veux pas paraître vulgaire, mais enfin, quand vous regardez l'évolution du cancer de la prostate à la surface de ce pays, vous apercevez que c'est là que ça va se passer. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis que c'est comme ça que ça va se passer, et c'est comme ça que ça se passe au Japon. Or, qu'a fait le Japon? Le Japon, il a utilisé son épargne pour effectivement préparer son vieillissement. La Corée a fait la même chose. Alors, on peut dire, mais on va mettre une politique familiale en place, on va essayer d'inverser le vieillissement en ayant une politique dynamique de retour à un nouveau baby-boom. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On va faire de l'immigration, c'est un choix. Là aussi, il y a tout un débat autour de la façon de gérer l'immigration choisie, tout ça. Et donc, avoir une stratégie qui consiste à investir à l'étranger et à construire ce que j'appelle la silver economy, c'est de préparer l'avenir. Je rappelle, au Japon, il y a deux statistiques très intéressantes. La première, c'est que les
couches pour incontinence sénile rapportent plus désormais que les couches pour bébés. Et la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que le Japon a le même déficit commercial que la France, environ 80 milliards. Le déficit commercial, strictement sur les biens et sur les marchandises. 80 milliards l'équivalent de 80 milliards d'euros. Vous regardez la France n'arrive pas à compenser totalement ce déficit commercial avec le revenu de ses placements. Et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, à qui on disait que le Japon avait du déficit commercial, que c'était peut-être pas la peine de s'acharner sur le Japon avec des droits de douane, il a répondu oui, sauf que je viens de faire un chèque de 80 milliards de dollars au Japon pour payer les intérêts de la dette américaine détenue par les Japonais. Et donc les Japonais compensent leur déficit commercial par les revenus de leur placement. Et donc les Français, ils compensent ça par les exportations allemandes. Il va falloir passer à la phase où on compensera ça par le revenu de nos placements, qui seront de toute façon associés à ce que réalisent par ailleurs les Allemands. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur émérite à l'ESCP, pardon. Et puis, j'espère régulièrement avec nous pour continuer. Mais volontiers, écoutez, n'hésitez pas. C'est très gentil, merci beaucoup. On marque, nous, une dernière courte page de publicité et on poursuit le fil de notre émission. À tout de suite sur TF1.